qui est niveau MVP. Salut les amis, comment ça va Thomas? Ben, salut Romain, salut à tous, ça va, nickel. Content de reparler à nouveau de MLS dans cette émission. Et oui, ça y est, on a repris le rythme, on est reparti pour reparler de MLS. On a débriefé la semaine dernière où il y avait eu 2 journées d'un coup. Là, on est reparti sur un rythme de un match par journée, par semaine, pardon. Euh, on va aussi, va y avoir l'arrivée des listes, va y avoir la Copa América, donc forcément on va en parler aussi. Donc beaucoup, et l'Euro aussi, et les Jeux Olympiques, donc on aura pas mal d'absents aussi à noter en MLS, puisqu'ils continuent à jouer pendant cette période-là. Aussi, on va avoir la League Cup. On va avoir des choses à résumer. D'ailleurs, on peut commencer déjà, Thomas, à parler, à mettre la première slide sur les news, parce qu'on a des choses à dire. Alors, la première slide, ben, enfin, déjà, de quoi on va parler aujourd'hui, hein. Ça peut être pas mal déjà. Ah, c'est vrai que tu as mis déjà les news. Donc, oui, voilà, la première slide, le sommaire, c'est ce que je voulais. Le sommaire avec donc les news avec des prolongations et des départs cette semaine en MLS. On va parler aussi forcément le match pionnier de notre fil rouge, ça va être Toronto face à Cincinnati, un scénario renversant, un match assez Un fou. des meilleurs matchs de Et MLS depuis ce début de saison là. ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis aussi, on va parler, notre deuxième match, ça va être match nul. Il y a eu un match nul entre Dallas et Salt Lake, mais il y a des choses à dire parce que c'est un match un peu trompeur. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire. On a noté une remontada signe d'un premier pour Real Salt Lake parce que ils sont premiers de la conférence Ouest. Ils ont fait une remontada vraiment digne d'un premier de conférence Ouest. Ça, c'est sûr. Du coup, on va partir tout de suite sur les news, Thomas, avec des prolongations. Mais avant d'évoquer tout ça, il y a quelque chose que je voulais évoquer avec toi, c'est que ce week-end, on aura samedi soir. Bon, malheureusement, l'horaire n'est pas bon pour nous, en tout cas européens. C'est à 3 heures, à partir de 3 heures du mat, on aura la finale de la Champions Cup, donc la finale de la CONCACAF Champions Cup. Donc, on disait avant un Champions League. Donc, ouais, c'est l'équivalent vraiment de la Ligue des Champions nord-américaine. Donc, ça va opposer surtout un club américain, hein, de Columbus Crew, l'équipe de Wilfried Nancy qui s'est qualifiée avec brio, qui va affronter le club mexicain de Pachuca. C'est ça, hein, si je ne dis pas de bêtises, hein. C'est ça. Donc encore un club mexicain, une finale américano-mexicaine, comme l'an dernier. On rappelle que l'an dernier, euh, le LAFC avait perdu face aux Tigres de André-Pierre Gignac. Cette fois-ci, on espère que Columbus va pouvoir gagner. C'est un match sec, hein, si je dis pas de bêtises, hein. Ouais, ouais, c'est ça, c'est sur un match sec, et puis on espère une victoire de Columbus hein, qui surfe sur sa belle saison de l'an passé. Et, on espère qu'ils réussiront à glaner un second titre après le titre de MLS sur la période hivernale. C'est ça. Et le match se déroulera par contre à l'Estadio Hidalgo de Pachuca. Donc c'est sur un match sec, mais ça sera malheureusement à l'extérieur pour Columbus, ce qui va être difficile. Ouais, ça va être difficile parce que on sait que Columbus a quand même une certaine force sur son terrain, sur sa pelouse, et là, aller se déplacer au Mexique pour une finale où je pense que le public sera remonté et il y aura une grosse ambiance. Il va falloir être solide pour Columbus. Ça, c'est sûr. On rappelle qu'ils avaient réussi quand même à s'imposer 3-1 à l'extérieur à Monterrey en demi-finale. Ils avaient gagné aussi 2-1. Donc, ils avaient réalisé une super performance. On espère qu'ils vont pouvoir réaliser la même chose. En tout cas, on va suivre ça de très près et forcément, on en parlera. Deuxième news aussi qu'on n'a pas mis dans la slide, mais que j'ai vu en passant et que je voulais en parler vite fait, hein, très rapidement, c'est, tu sais, les salaires qui sont sortis. Le syndicat des joueurs a donné les salaires des joueurs de MLS du coup cette saison. Et quelle surprise de retrouver en première place Lionel Messi. Voilà, hein. Il touche donc par an une rémunération garantie de 20 millions de dollars, voilà, par mois.
Waouh. Ah oui, non, c'est 20 millions par mois? Non, 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 salaire annuel de 20 millions, voilà, par an, bien sûr, c'est ça. Un salaire annuel de 20 millions par an. Je me disais par mois, j'aurais été un peu choqué. Et du coup, dans les 20 millions, il y a le contrat qu'il avait signé du coup avec Apple où il touche une partie Alors, des droits ou pas? justement, se composait d'un salaire de base de 12 millions de dollars, donc 11 millions d'euros, et de divers bonus. Il est monté jusqu'à 20 millions. Ces chiffres n'incluent pas les revenus considérables dont bénéficie le joueur dans le cadre d'accords commerciaux, par exemple Adidas et Apple. Ouais, Donc voilà. dedans, on n'a même pas encore les contrats avec Adidas et Apple. C'est dire, Bon, bah, c'est dire je pense que je le comprends montant. pourquoi il est venu en MLS, hein, notre ami Lionel. Ah ben c'est sûr, hein, je pense qu'on aurait tous fait peut-être pareil, hein, même si l'Arabie Saoudite proposait aussi beaucoup. Là, c'est plutôt intéressant. Désolé, je change la place du micro. Et juste derrière, pour évoquer les autres derrière, on aura quand même le deuxième joueur le mieux payé. Tu sais qui c'est, Thomas? Est-ce que c'est une surprise ou c'est un... Ben, c'est un international aussi, mais c'est un joueur dans lequel on va parler tout à l'heure, tu vois. Ah, ça, ok, on va en parler tout à l'heure. Ouais, ouais. Bonne Qui est question. européen. Qui est européen? On va en parler. Petar Ouais. Moussa? Non? Non, quand même pas. Non, non, non. Ouais, ouais. Un Européen qui a joué en sélection, qui joue plus trop, je crois, en sélection. Je pense pas qu'il a été appelé pour l'Euro, il me semble pas. Il y a Euh, Ramenji? non, 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 non. Un joueur bah, italien, vas-y. Ah, ok, Federico. Ou Eh ben, Lorenzo. donc, Lorenzo. Lorenzo Lorenzo. Insigne. Ok. Lorenzo Insigne est le deuxième meilleur joueur, le mieux payé de MLS, avec un revenu garanti de 14 millions de dollars par an. C'était le mieux payé même avant Messi. Et derrière, du coup, on a Busquets sur le podium avec 8 millions de dollars par an. Et figure-toi que Luis Suarez et Jordi Alba, ben, ils ramassent un peu les miettes hein, par rapport à Messi. Ils touchent que 1,5 million par an. Ah ouais, C'est c'est peu quand même en ouais, comparaison avec... c'est ça. Après, on connaît, hein, il y a des histoires de DP et tout ça, il y a des Ouais, c'est salaires ça. Je pense imposés. que Suarez a dû subir du coup cette règle avec le fait que l'Inter Miami est déjà quand même pas mal de gros joueurs dans son effectif. Clairement, Suarez, il est venu pour le kiff Pour jouer avec son et pote. pour jouer. Hein. Voilà, c'est ça. Et pas pour l'argent, hein, ça c'est sûr. Et juste pour dire que selon le syndicat des joueurs, qui publie régulièrement les chiffres de l'ensemble de la ligue, le salaire moyen en MLS en 2024 est de 594 000 dollars, donc 550 000 dollars, euros par an, à l'équivalent par an. Donc un salaire moyen 500 000 euros par an. C'est sûr que moi je serais content, mais par rapport à les championnats majeurs, où je pense que ça dépend. En vrai, ça dépend des ligues, parce que je pense qu'en Ligue 1, 500 000 euros par an, c'est à peu près ce que certains touchent, oui, en Ligue 1, si tu enlèves le PSG, hein, Oui, forcément. bah, parce que PSG est ouais. Voilà ça. Mais je pense que ça doit être bien, pas loin du salaire moyen de Ligue 1, tu vois. Le salaire moyen de Ligue 1, il doit être entre 500 000 et 800 000 euros par an. Par rapport, mais bon, c'est sûr que si tu regardes la première ligue, je pense que c'est plutôt au million par an. Hein. Bah regarde, si Alors, tu un ou compares deux. pour la première ligue, là j'ai vu une info passer où Southampton va multiplier Oui. par 30 je crois, ou ses revenus, Ouais. juste avec avec la montée en première ligue. Donc Ah, mais clairement, le match de la montée en première ligue, ce match à Wembley entre Championship et le match le plus créatif du ouais, foot hein, ouais, c'est ça. tous les ans. Donc c'est dingue, c'est assez dingue. Et il faut pas oublier que comme ils sont redescendus l'an dernier et qu'ils sont tout de suite montés, quand ils sont redescendus, ils ont un parachute financier. Hein. Tous les clubs qui descendent de première ligue ont un parachute financier. C'est pour ça qu'ils sont très avantagés après de remonter tout de suite. Et donc ils vont pas perdre grand-chose, Southampton, c'est clair. C'est pour ça qu'ils ont aussi des grosses ambitions dès le début. Bon, fini de parler de ça, on va parler d'autres news. Donc les news qu'on a notées, c'est d'abord les prolongations. On est content de les retrouver, ces prolongations. Déjà, on voulait parler de John Tolkien, hein, qui prolonge jusqu'au New York Red Bull jusqu'en 2027 avec une année d'option jusqu'en 2028, s'il souhaite. Une news qui fait plaisir hein, de retrouver un de nos chouchous quand même de MLS, John Tolkien. John Tolkien qui prolonge au New York Red Bull, c'est une bonne nouvelle pour le club d'abord. Parce que pour l'année dernière, on se rappelle de la saison difficile qu'ils ont eue et ça a été un des seuls à surnager en termes d'individualité
si on prend les performances. Et c'est lui qui les qualifie en plus en playoff au final, hein. Exactement. En plus, il a aussi des moments marquants et des moments forts. Comme tu l'as dit, c'est lui qui les qualifie en finale. Donc, c'est une bonne nouvelle aussi pour la MLS de garder aussi ces joueurs de qualité. Hein, parce que on sait que il y a beaucoup de gros joueurs qui partent généralement pour des championnats un peu plus exotiques, genre Mexique, ce genre de championnat. Donc Mm. c'est toujours un plaisir pour nous, observateurs, et pour le championnat de garder les bons éléments, on va dire, du championnat. Ça, c'est sûr. Et puis, c'est le visage de la franchise aussi. C'est un joueur formé à Red Bull, donc ça fait plaisir. La deuxième news, c'était André Blake, le gardien de Philadelphie Union, qui prolonge pareil jusqu'en 2026 avec un an d'option aussi, qui a été désigné, on rappelle qu'il sort de la draft, qu'il a été désigné meilleur gardien 2 fois, il me semble, de la MLS. Donc c'est un gros gardien, en tout cas, à garder, ça c'est sûr. Et enfin, on a aussi Austin qui rachète le contrat d'Emiliano Rigoni. Donc, cette décision, en gros, ouvre une place de joueur désigné. Donc, en fait, Rigoni, qui était en tant que DP, Designated Player, s'est fait racheter son contrat par Austin. Donc, il rentre dans la masse salariale. Il n'est plus payé, en tout cas, par la MLS. Ce qui fait qu'un joueur en plus peut être déclaré pour Austin. Et donc, ils peuvent recueillir un Designated Player en. Ça, c'est un mouvement. Ah, on t'entend plus. Ouais, Ah, c'est bon, je t'entends. Ouais, je disais, ça, c'est un move intéressant et c'est surtout un move, je pense, que Austin a fait parce qu'il voit qu'en ce moment, en termes de résultats, ça va un peu mieux et qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher sur cette saison régulière. Donc, c'est ça. Ils veulent c'est très intéressant. recruter un ou deux DP en plus, hein. Je pense qu'ils ont la place pour même deux encore, hein. C'est très intéressant et c'est un très bon move de la part d'Austin. Ça, c'est sûr. Mais par contre, du coup, Rigoni a sacrifié un peu va peut-être un peu sacrifier son salaire. C'est que je pense que lui aussi là, il a aussi envie de gagner. Hein, ça reste un compétiteur. Je pense que lui aussi il veut avoir la meilleure équipe possible afin de d'avoir des objectifs plus élevés que se maintenir, on va dire, dans les bas-fonds de la conférence. Bah, juste petite parenthèse, on parle de Austin. On peut quand même souligner, ils sont actuellement, il me semble, cinquième de la conférence Ouest. On peut souligner leur superbe remontada à l'image de New York City, mais même si New York City c'est encore plus fort. Là, Austin, toi qui m'avais dit carrément, qui avait dit C'était la pire équipe, le pire match que j'avais vu. Je crois que c'était le match d'Austin contre Orlando. C'est la voilà, pire performance que j'avais vue de la de saison, la c'est ce que saison tu pour eux. m'avais Ouais, dit. ouais, clairement. Et donc maintenant, qu'est-ce que tu peux en conclure 2 mois plus tard presque? Bah que finalement ça a pris et qu'ils arrivent à prendre des points. Et Hmm. c'est ce qui importe le plus. Au-delà du jeu, ce qui importe le plus pour des joueurs professionnels et des compétiteurs, c'est d'avoir les résultats. Donc c'est ce qu'ils font. Donc moi je ne peux que m'incliner et accepter le fait que Austin se soit remis à l'endroit. Et t'es fortement surpris quand même. Ah, forcément, je suis surpris parce que comme je t'ai dit, le match contre Orlando que j'ai vu, c'était vraiment la pire équipe que j'ai vu jouer depuis le début de la saison et de les voir arriver à une cinquième place de conférence, ça reste quand même assez surprenant. Ouais. Après, faut voir est-ce que ça va continuer sur la durée parce que on n'est pas à l'abri qu'il y ait une rechute ou qu'il y ait un enchaînement de mauvais résultats pour eux non plus. Donc, Ouais. ok, c'est positif, mais faut pas non plus s'enflammer et décréter que voilà, ils seront qualifiés pour les playoffs en fin de saison. Ouais, je comprends. La dernière news, du coup, c'était sur, par contre, le départ. Il y a eu un départ, c'est celui de Enzo Copetti, le Disneyland Player, l'Argentin, qui retourne en Argentine, du coup, du côté du Rosario Central pour 6 millions d'euros. C'est quand même une grosse perte pour Charlotte, qui c'était l'une de leurs premières stars quand ils ont créé le club. Et il part, finalement, il n'aura rien gagné. Et c'est surtout, on se demande, bon, c'est vrai qu'il y a eu Idiel Abada, l'Israélien qui est Ouais. arrivé.
mais on se demande comment ils vont pouvoir le remplacer, en tout cas numériquement. C'est surtout là, ouais, c'est surtout là que c'est compliqué, c'est surtout au niveau de l'effectif. Parce que Dean Smith, depuis qu'il est arrivé, on voit il a quand même changé les choses. Et il a mis en titulaire Agge Myong, j'arrive pas à le dire C'est malheureusement. Il a installé ce joueur-là en tant que titulaire, ce qui a empêché à Kopecky d'avoir des minutes de jeu, hein, tout simplement. Et je pense que pour sa carrière, c'était mieux pour lui de partir afin d'aller chercher du temps de jeu ailleurs. Maintenant, à voir comment Charlotte va le remplacer numériquement dans son effectif. Parce que il va falloir quand même un autre avant-centre pour suppléer désolé, j'arrive pas à le dire son, j'arrive pas à dire son Guémon. nom. Ouais, donc voilà. Ouais, bien sûr. Mais voir qui va pouvoir le suppléer en cas de blessure, si jamais il y a une blessure grave qui arrive, ce qu'on lui souhaite pas, En, bien sûr. en tout cas, visiblement, Charlotte a des ambitions, parce que j'ai vu de nombreuses rumeurs sur de nombreux joueurs qui pourraient signer à Charlotte, et dont, il me semble, la plus récente, c'est quand même celle de Marco Reus. Hein. Ouais, Quand on Marco Reus, sait, il y a beaucoup de clubs hein, sur lui. Il y ouais, a lui, Saint-Louis, il y a ouais. Charlotte. Donc non, non, c'est. Donc, s'ils arrivent à attirer Marco Reus, ça peut être sympa. Surtout quand on rappelle qu'en plus, il joue dans le stade de football américain, où il y a 60 000 places. Et il y a toujours une Alors, belle ambiance là-bas. oui, Toujours. ouais, il y a toujours, je suis pas sûr qu'il soit toujours plein, mais il y a toujours beaucoup de monde. Ils attirent plus de 30 000 personnes par match, hein, au Bah quand même, minimum. tu commences à avoir une belle équipe, hein. Brèche de Ouais, Jagereux, t'as Ashley Westwood, c'est Liel ça. Abada, là si tu rajoutes un Marco Reus en plus dans l'équation, ça peut commencer à devenir une équipe assez sérieuse. Ouais, donc je pense qu'il leur manque un voire deux joueurs au mieux, et Charlotte peut être très intéressante à suivre. J'ai une question Romain, est-ce que Bill Tuloma il est encore à là-bas? Oula, L'ancien Marseille. Marseillais, exactement, Bill Ouais, Tuloma. Je sais il me il y jouait, semble, mais hein. je sais pas si. Oui, oui, il joue. Ah Il y est bah tu encore, vois. hein. 9 ans, et il a joué 2 matchs cette saison. Ouais, c'est ce que je me disais, Bill Le Tuloma. match de titulaire, c'était au mois d'avril. Les deux fois, il a enchaîné 2 titularisations, une victoire et une défaite. Voilà. Et depuis, il est sur le banc. Donc bon, voilà. Mais ouais, il est arrivé de Portland, hein. C'est vrai, il était arrivé de Portland. Ouais, pardon. Excuse-moi. On va passer à la prochaine. On va passer au match direct. On a fini avec les news. On va passer au match. Du coup, le match qu'on voulait aborder avec vous, c'était le match entre Toronto et Cincinnati. Il serait un scénario un peu à rebondissement, avec au début Toronto couvre le score, Cincinnati qui revient, qui repasse devant, puis Toronto qui réégalise, Cincinnati qui repasse devant, Toronto qui revient une énième fois, et au final, c'est Cincinnati qui l'emporte 4-3 sur la pelouse de Toronto au BMO Field. Ce fut difficile hein, pour Cincinnati, mais ce fut un match mérité, une victoire. Je ne sais pas si elle peut être méritée, mais en tout cas, une défaite pas méritée pour Toronto. C'est ça qu'on voulait peut-être aborder. Ouais, c'était un match comme je l'ai dit au début de l'émission, pour moi c'est l'un des meilleurs matchs de cette saison pour l'instant à MLS, tant dans l'intensité, dans le scénario et tant dans la qualité de jeu des deux équipes. D'un côté, on a une équipe de Toronto qui est en pleine confiance, qui est en pleine confiance, qui sort d'un score infligé à son rival canadien dans le derby. Et de l'autre côté, t'as une équipe de Cincinnati qui elle aussi était en pleine forme. Donc forcément, on s'attendait à ce que ce match-là soit un match au sommet. Et ça n'a pas loupé. On s'est régalé. C'est vrai que tu parlais des formes. Ben, on peut dire que, il me semble que là, Cincinnati, du coup, avec cette victoire, reste établit un nouveau record et est sur 7 matchs consécutifs, 7 victoires consécutives, ce qui est un record dans l'histoire de la franchise. Est-ce que c'est un record MLS? Je sais pas, ça, j'ai pas vu passer. J'ai juste vu que c'était un record de franchise. Euh, je sais pas, Thomas, si tu as des infos dessus. Non, je sais, moi j'ai juste vu pareil le record de franchise. Ok. Bon, on va rester là, on va pas dire de Mais bêtises. Et Toronto aussi, qui a été
très bon depuis le début, quand même, qui a eu des hauts et des bas, mais qui est resté toujours dans les top équipes de la saison, euh, revenait d'une victoire cinglante face à Montréal, C'est ça. 5-4-2, si je dis pas de bêtises, et surtout d'un triplé de Federico Bernardeschi. Qui a Et enfin, manqué. Toronto avait à retrouver le niveau et a réussi à être en forme avec leur duo d'Italiens, Lorenzo Insigne côté gauche, Federico Federico. Bernardeschi pardon, de côté droit. Les deux arrivaient à être en forme, alors rarement en même temps, mais chacun a réussi à être en forme au bon moment, en tout cas dans un match pour être décisif. Et ben là, Bernardeschi était suspendu à la suite de nombreux cartons jaunes. Il aura manqué vraiment, peut-être pour faire cette différence et pour gagner ce match, parce que on sentait que Toronto aurait pu gagner aussi ce match. Ah oui, totalement, totalement. Dans le dernier jet, ça a un peu pêché malgré les 3 buts inscrits. Ils se sont quand même créé pas mal de situations, pas mal d'occasions. Ça a peut-être manqué un peu de justesse. Et c'est ce qu'apporte Bernardeschi sur cette saison. En plus de son attitude qui est irréprochable sur le terrain, il agit vraiment comme un leader. Et c'est quand même quelque chose de surprenant quand on a vu le fiasco que ça a été l'an passé dans l'attitude et C'est clair. des deux côtés, hein, de la part de Bernard Desquier et de Insigne. Hein. Ça a été vraiment mauvais, même si Insigne, lui aussi, a beaucoup de blessures. C'est clair. C'est clair. Et puis, du coup, on peut, pour parler du côté de Toronto, ah oui, voilà, parfait, t'as mis la slide sur le match. On voit quand même que c'était un match très équilibré, avec peut-être plus de tirs du côté de Cincinnati, mais Toronto qui a été plus dangereux, en tout cas en termes de d'XG. Celui qu'on voulait forcément souligner, c'était le match de Lorenzo Insigne, qui aurait même qui a donné en tout cas l'avantage en fin de match. C'est lui qui marque le but du 4-3 pour Toronto, mais qui est hors jeu. Et derrière, c'est Cincinnati qui l'emporte, finalement, qui gagne 4-3 à son tour. Et puis même, il a une frappe aussi sur la barre transversale à la toute fin qui Et, aurait pu bien sûr, encore faire la différence pour Toronto. exactement, c'est même pas sur la barre, c'est sur l'équerre. Hein, donc c'est une frappe monumentale à la fin, à la 88e. Elle est exceptionnelle, sa frappe. Et si elle est au fond, c'est pas pareil. Je pense pas que Cincinnati revient. Donc, un bon match de Debbie Flores qui a marqué, un bon match de Lorenzo Insigne qui a fait du sale sur son côté. Et puis, tu m'as dit que Tyrese Spencer, offensivement, n'a pas été dégueulasse sur son côté, mais au final, c'est quand même lui qui est fautif, hein, sur le deuxième but de Cincinnati, sur une passe, ok, peut-être une mauvaise passe de Insigne, mais lui, derrière, Spicer réalise un mauvais contrôle. Et surtout, il tire la caravane. Moi, j'ai vu ça. Il a mis longtemps avant de courir. Et il frappe Alors que pourtant Orellana. c'est pas un joueur lent, hein. C'est pas un joueur lent, c'est un joueur quand Non, mais même peut-être plutôt rapide, mais long à démarrer. peut-être ça c'est possible, mais ouais, comme tu l'as dit, hein, il a pas fait un match ignoble jusqu'à sa sortie sur blessure. Offensivement, il a apporté. De toute façon, on sait que le jeu de Toronto, il est basé sur les pistons, avec des ailiers les ailiers de devant qui rentrent à l'intérieur du jeu. Hein, Insigne, Comme Cincinnati en soi. Hein. C'est 3-4, c'est 2-3-4 3-4-2-1, les c'est deux. ça, voilà. Donc il a été en vue au début, il a beaucoup tenté, mais malheureusement, bah, il a cette image-là, hein, qui va rester sur la rencontre, cette perte de balles, et ce qui fait que Cincinnati marque, alors que Toronto était plutôt bien dans le Mm. jeu, et Cincinnati a fait preuve d'un sang-froid implacable. Je trouve que ils ont profité des erreurs de Toronto tout simplement. Ils ont ils ont fait un bon match, mais les actions qu'ils ont, c'est pas vraiment des actions créées par des circuits de passe, du jeu, etc. C'est beaucoup plus des récupérations et des pertes de balles de Toronto, des erreurs Mm. individuelles de Toronto qui leur ont permis d'inscrire ces buts. Donc c'est dommage pour Toronto, quoi. Tu me disais du coup que la défaite n'était pas méritée. En quoi elle n'était pas méritée du coup?
Bah, parce que comme je t'ai dit, pour moi, l'équipe qui était la plus proactive sur le terrain, c'était celle de Toronto, c'était celle Mm. qui avait l'air de vouloir emballer la rencontre. Euh, comme on l'a dit tout à l'heure, en vrai, les Pistons étaient là, Lorenzo Insigne a fait un match patron. euh, Franchement, Osorio au milieu de terrain, il a été monstrueux. Mathilon. En fait, ils ont tous été bons, mais il leur a manqué le dernier geste. Il leur a manqué cette efficacité supplémentaire. Je pense que ce match-là, ils auraient pu peut-être en marqué encore un peu plus de buts. S'ils avaient été un peu plus réalistes et plus justes techniquement. C'est ce que je pense, c'est ce qui a fait la différence quand tu vois la qualité de côté Cincinnati entre Luciano Acosta, Kelsey, Orellana, Nuobodo, je peux t'en citer, Miles Robinson, tu vois, DeAndre Yedlin qui est rentré. Tu vois, Mm. elle se fait là la différence au final dans les gros matchs. On sait que c'est les individualités qui te permettent de remporter des rencontres et c'est ce qui s'est passé côté Cincinnati. Bah, du coup, tu m'as bien lancé. On va parler maintenant de Cincinnati. Transition Euh, parfaite, oui. Exactement. La semaine dernière, du coup, on avait parlé de Kelsey, la recrue. On l'avait même pas appelé Kelsinati. Là, cette semaine, j'ai l'impression à chaque match, ils nous sortent des pépites ou en tout cas des explosions de joueurs. Cette semaine, on va parler de l'Argentin Luca Orellano qui arrive donc cette saison en prêt du Vasco de Gama, Club de Dimitri qui Payet. jouait avec certains. Voilà, Dimitri Payet, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Et donc, du coup, ce Orellano, pardon, on n'en avait pas trop entendu parler jusqu'à présent. Il n'avait pas trop performé. Enfin, on l'avait pas trop vu à l'exploit, en tout cas, du côté de Cincinnati. Là, il a véritablement, même s'il avait marqué un but, là, il a véritablement explosé ce week-end avec un doublé, mais pas que. Il a juste été proactif à mort et on l'a vu partout, surtout les highlights, pendant tout le match. C'est de lui que viennent toutes les actions quasiment de Cincinnati sur les 4 buts. Il a été simplement monstrueux. Juste, on a mis sa fiche, je vais le décrire. Hein. Du coup, il arrive en prêt de Vasco. Il a 24 ans, il est lié, donc il joue ailier piston un peu du côté de Cincinnati. Il a déjà 160 matchs en pro, 17 buts, 18 passes décisives du côté en pro dans sa carrière, pardon. Mais il a déjà marqué plus là en l'espace de quelques matchs avec Cincinnati que Vasco de Gama l'an dernier. Euh, Cette saison, tu vois, déjà 16 matchs, 3 buts, une passe décisive. Et on a une petite déclaration aussi de Pat Noonan, hein, de son coach à Cincinnati, qui dit qu'il était certainement, probablement le joueur le plus marquant sur le terrain en termes de création d'occasion et de buts. Donc voilà, il justifie ce qu'on voulait souligner. Sa performance tout simplement exceptionnelle, on peut le dire. Euh, voilà, il a été partout, tout simplement. Ça a été le joueur le plus dangereux. Et c'est mérité que ce soit l'homme du match. C'est totalement mérité que ce soit l'homme du match. Il a été dans tous les bons coups de Cincinnati, dans tous les temps forts de Cincinnati, en fait, tu Et le c'est une belle vois. surprise, hein. Tu le vois, et on s'y attendait pas, mais c'est plutôt positif pour Cincinnati parce que ça peut aussi permettre à Luciano Acosta un peu de souffler par moment, parce que on a peut-être quelqu'un d'autre qui est capable de créer côté Cincinnati. On sait que l'an passé, Luciano Acosta était vraiment fourré au moulin, il était partout, c'était lui qui vraiment faisait la pluie et le beau temps côté Cincinnati. Mm. Là, lui rajouter peut-être une arme supplémentaire, un sort de bras Les armes. droit, un sort de bras droit avec Orellano en termes de création, je parle, hein, en termes de Ouais. création de jeu, et un mec comme Kelsey qui lui est un finisseur devant la cage. Je pense que Cincinnati c'est vraiment très très bien renforcé et ça s'ajoute au renforcement aussi du secteur défensif qu'ils ont fait à l'intersaison avec Miles Robinson, DeAndre Yedlin notamment. C'est clair que ils sont renforcés, surtout défensivement, à l'intersaison avec DeAndre Lin et Miles Robinson, comme tu le soulignais. On disait, waouh, ça y est, il commence à avoir une véritable défense, une vraie défense de fer, sûrement la meilleure de la ligue. Ben, attends, ben voilà, de toute façon, on s'y attendait, hein. Je C'était regarde, déjà la force de Cincinnati en plus. Déjà l'an passé c'était leur marque de fabrique, donc là en plus avec c'est ça. les ajouts. Tu vois, cette saison, c'est la deuxième défense de MLS.
Carrément, derrière Columbus à un but près. Et il y a juste Columbus et Charlotte qui sont à 13 buts encaissés. Et Cincinnati n'en a encaissé que 14. Donc, déjà, ils continuent sur cette lancée d'être un club fort défensivement. Et surtout que, quand même, sur les 14 buts qu'ils ont encaissés, là, t'en as pris 3 à Toronto. Hein. Donc, avant ce match-là, je pense que c'était la meilleure défense, tu vois, de MLS. Il y a ça. D'abord, consolider son socle défensif, continuer de se renforcer, et derrière, aller chercher des joueurs offensifs intéressants, comme Kelsey, comme Oriano, pour aider Acosta de ne pas être le seul dépositaire du jeu, de ne pas être le seul créateur, de ne pas être le finisseur non plus. Donc là, j'ai l'impression que vraiment, Acosta, c'est plutôt la rampe de lancement désormais. Il n'est plus à la finition ou que à la création. C'est vraiment genre la rampe de lancement qui va donner les ballons à Kelsey ou à Orellano maintenant, et c'est un peu en mode Orellano créé, enfin en tout cas c'est ce qu'on a vu sur ce match-là. Il a énormément créé, énormément poussé, énormément bougé, et puis il a obtenu ce qu'il voulait. Clairement, ça peut être l'une des pépites à suivre, et s'il continue sur cette lancée, il peut être effectuer une très très bonne saison et amener Cincinnati loin. C'est peut-être une des pièces qui manquait à Cincinnati l'an dernier en playoff. Et c'est surtout là que Cincinnati, je pense, a pensé son recrutement. C'est surtout pour les phases de playoff et les gros matchs en prévision parce que l'an passé, comme on disait, contre Columbus, on a vu peut-être les limites de Cincinnati et du jeu vraiment défensif avec euh, Luciano Acosta en unique fer de lance. Mm. Je pense que Cincinnati et les dirigeants ont retenu la leçon et ont décidé peut-être d'accompagner mieux Luciano Acosta afin de lui donner un peu plus d'imprévisibilité dans le jeu, quoi. Oui, parce que là, on n'oublie pas quand même que pour ce match-là, ils avaient des blessés, surtout offensifs. Hein. Ils avaient Curry Baird qui était incertain. Ils avaient Yuya Kubo, l'attaquant japonais, plus Aaron Bupenza aussi qui était out. Donc, ils sont obligés de mettre le petit jeune Gerardo Valenzuela, mais qui est en tant que deuxième attaquant. Mais bon, malheureusement, lui, il a plus de mal que Kevin Kelsey pour le moment. Il n'a pas encore marqué. Et par contre, ils ont fait rentrer le petit Sergio Santos, hein, qui lui, le petit, pardon, il a 29 ans, le Brésilien, qui lui est rentré, a été clutch et il a montré les pecs d'ailleurs. Hein, je sais pas si t'as vu, La mais célébration. ouais, il a montré les gros bras. Lui, ça fait quand même 2 ans qu'il est là, Santos, mais il a pas vraiment réussi toujours à s'imposer. Il a eu de la concurrence. Et là, il est rentré, il a été décisif. Mais ouais, avoir le seul point, je pense encore de doute, c'est justement ce deuxième attaquant. Est-ce que ce sera Valenzuela? Est-ce que ce sera Santos? Ce sera Bupenza? Logiquement, le titulaire, c'est Bupenza. À voir s'il s'entend bien avec Kelsey. Ouais, bah ouais, parce que là, Kelsey va peut-être donner des mots de tête à Pat Noonan parce qu'il est Mm. performant durant son intérim là, pendant la blessure de Bupenza qui est en plus joueur désigné, Bupenza, donc ça reste quand même un joueur très important dans l'effectif de Cincinnati. Donc à voir, est-ce qu'il faudra peut-être pas décaler Bupenza juste derrière Kelsey avec Acosta. Va falloir tester en espérant que Pat Noonan ait le temps de trouver la bonne formule avant les playoffs parce que Cincinnati est clairement une équipe candidate au titre en fin de saison. L'avantage de Cincinnati, c'est qu'ils ont beaucoup de bons joueurs, mais peu qui seront sélectionnés pour l'Euro ou la Copa Copa América. América. Donc ça peut être un gros avantage sur beaucoup d'équipes de MLS, tu vois. Parce que je pense que Acosta, je me rappelle plus sur la liste, mais il n'y est pas. Hein. Il n'est pas dans la J'ai liste. pas regardé la liste de l'Argentine. J'avais regardé, je vais vérifier, mais il me semble pas qu'il y soit. Alors que je pense que Thiago Almada y est, tu vois, par exemple. Oui, ça, je pense que oui. Il y a ça, il y a ça qui joue, et puis Orellano, c'est sûr qu'il y est pas, et s'il continue, lui, il peut prendre forme et confiance pendant cette coupure. C'est clair que on t'en a parlé au début, le côté compétition internationale, ça va peut-être aussi redistribuer certaines cartes en MLS parce qu'on sait que voilà, la MLS ne s'arrête pas pendant
les compétitions internationales. Donc, va falloir montrer la richesse de son effectif. Et on va voir quelle équipe a l'effectif le plus pléthorique et le plus qualitatif. Et je pense que ce sera celui-ci qui ira au bout à l'issue de la saison. Bon, ben c'est très simple, hein. Il y a ni on n'a pas Almada et ni mince, comment il s'appelle pas, Acosta. Acosta. Aucun des deux. Le seul joueur je regarde, hein, je vérifie, mais oui. Le seul joueur de MLS, c'est Messi. Donc bon, on est tranquille sur ça. Enfin, les Argentins sont tranquilles sur ça. À voir après avec les Colombiens, les Brésiliens, mais bon, pareil, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de Brésiliens. Donc je pense que la MLS va être tranquille sur ça. C'est plutôt sur les Européens finalement qui peuvent être pris. Voilà. Euh, on va passer. Je pense qu'on a bien débriefé sur ce match-là, hein. On va peut-être passer au deuxième match, Thomas. Le match entre le Real Salt Lake et le FC Dallas. Donc un match qui se joue à Dallas. On peut voir un scénario assez renversant, mine de rien, hein, où Dallas menait 3-0, s'est fait reprendre, remonter, et les fameux buts en fin de match MLS, hein, 98e. C'est toujours comme ça, j'ai envie de te dire. Euh, C'est limite, faudrait pas miser à chaque fois en but dans la 90e si ça existe. Pour la MLS, Totalement. ça passe tout le temps. Totalement. 90 et plus, je pense que tu peux te faire des sous sur ça, hein, MLS, sur beaucoup de matchs où il y a des Je égalités, pense où aussi, ça ouais. joue à un match, Je pense aussi. ça c'est sûr. Donc du coup, en fait, c'est un match. Pourquoi on a voulu prendre ce match? Parce que bon, déjà, c'est l'une des seules fois ou l'une des premières fois où on parle de Dallas dans les MLS Show. Je pense où on analyse leur match. Donc déjà, on voulait aborder leur saison qui est pas spectaculaire, ça c'est clair. Même s'ils se sont repris un peu ces derniers temps, mais on voulait aussi souligner qu'ils ont beaucoup de blessés. Jesus Ferreira qui a peu joué cette saison. Donc c'est pas facile pour eux. Par exemple, Elara Mendy, tu disais c'est son premier match de la saison. Et malgré tout, ils essayent de s'en sortir, hein. Actuellement, Dallas et... Alors attends, s'ils me le mettent en format West. Dallas est 12e de la conférence. C'est pas faramineux, ça c'est sûr. Mais ils sont à 5 points de Seattle qui est 9e, tu vois, premier barragiste. Donc, t'es pas encore très décroché. Mais si tu as le retour et de tes cadres, ça peut être pas mal, tu vois. Notamment un petit duo Jesus Ferreira Petarmo, ça peut être sympa. Donc il y a ça. Et puis aussi le match un peu en trompe-l'œil parce que il y a 3-0 pour Dallas. Mais en première mi-temps, en fait, ça peut faire 2-1, voire 3-1 pour Salt Lake à la première mi-temps. Et au final, t'écrire ce match, c'est dire que Salt Lake a eu de la chance plus tard que prévu, a eu du réalisme plus tard que prévu, mais son réalisme finalement est peut-être mérité. Dallas a eu un match assez bizarre. Ça a été un match assez bizarre. C'est ça. Euh, comme tu le mets dans le titre, le momentum a changé. Ça a été un match vraiment de momentum. Et Dallas a eu un bon début de match. Mm. Ils ont eu un bon 10 premières minutes où ils ont été conquérants, etc. Puis très rapidement, Salt Lake a pris le dessus et s'est créé énormément d'occasions. Et c'est dans le moment où Salt Lake est le plus dominateur que Dallas réussit à ouvrir le score avec une énorme erreur du gardien McMath qui vraiment, je pense, lui aussi a quand même tué un peu son équipe. Heureusement que ça fait match nul à la fin. Ouais. Mais ça a été voilà, ça a été un match de momentum. À chaque fois quand une équipe était dominatrice, elle se retrouvait à encaisser. C'est pareil, Dallas au retour des vestiaires a un bon momentum. Pareil, ils sont dominateurs. Ils arrivent à concrétiser leur temps fort avec encore une erreur du gardien. Mais dans ce temps fort où on se dit que ça y est, Dallas va enchaîner, va pouvoir continuer à marquer et à dominer. 2 minutes après le troisième but, Diego Luna il relance le match. Et sur la fin, t'as Salt Lake qui réussit à pousser, qui
en un peu plus de 10 minutes, réussi à revenir au score et à arracher un match nul qui, au final, est très logique. Oui, puisque ce match nul, ok, bon, il y a le but de Diego Luna tout de suite après le troisième but de Dallas qui redonne déjà un peu d'espoir à Salt Lake. Et puis bon, t'as ce double changement et ce but incroyable de Julio Santos qui rentre seulement 10 minutes avant. Il revient et il rentre, il met un but. Waouh! Franchement, celui-là, je pense pas qu'il le mette tous les week-ends. Hein, et un peu en mode fuck it, vas-y, je tire, c'est bon, flemme, et il marque. Et puis derrière, bon, ouais, la dernière action qui est un peu chanceuse, la frappe qui est un peu molle. Ils sont un peu sauvés par leur individualité sur ce coup-là. Mais c'est vrai que on voulait parler aussi de la première mi-temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première mi-temps, elle est un peu folle. Rien quand tu regardes le match, mais aussi statistiquement. Je regarde les stats de la première mi-temps, Thomas, c'est fou. Tu dis que Salt Lake a 1,7 d'XG, ok, alors que Dallas a que 0,30. Hein. Donc, tu as quand même 1,40 d'XG d'écart, hein, tu vois, entre les deux. Donc, Salt Lake, au niveau des occasions méritées de marquer, presque 2 buts. Dans la première mi-temps, ils en marquent aucun. Et derrière, c'est au nombre de tirs, c'est Dallas qui a 10 tirs, dont 7 cadrés, et ils ont que 0,3 d'XG. Donc ça veut dire que c'était des tirs cadrés finalement pas si fous. Hein. Et alors que Sotaik a 8 tirs, tu vois, et donc seulement 2 cadrés, et ils ont plus d'XG. Donc le match est difficile à comprendre statistiquement et sur le terrain aussi. Et puis finalement, Dallas, c'est clairement. Enfin, je pense qu'on peut aussi parler vite fait là, de la première mi-temps, même du match, assez, je trouve, catastrophique de Petar Moussa, qui a beaucoup d'occasions, qui a 3 occasions grosses manquées quand même dans les stats, qui tire 3 fois cadré et qui n'en met pas un. Et puis, alors que le match du gardien de Salt Lake est catastrophique, mais vraiment. Euh, Salt Lake peut vraiment être content de s'être sauvé après ce match catastrophique du gardien, parce que clairement ça a été le cas. Et puis lui aussi peut remercier ses coéquipiers hein, qui l'ont bien sauvé les fesses, parce que sinon, franchement, Dallas aurait pu gagner ce match tranquillement. Et puis en plus, il n'a pas réussi à se rattraper aucune fois. Après, il n'arrivait pas à se rattraper le gardien de Salt Lake. Donc ça a été dur pour lui. Et Dallas a profité de ça et aurait même dû, pourquoi pas, encore plus corser l'addition, ça c'est sûr. Voilà ce que je voulais dire sur ce match-là. Et au final, Salt Lake s'en est bien sorti. Euh, Qu'est-ce que. Ouais, tu voulais. Sur quoi, voilà, on voit les stats. On Salt Lake a quasiment. A les stats en sa faveur, hein, ça c'est clair. Et on se dit que c'est finalement mérité leur égalisation. Qu'est-ce que tu voulais dire sur les deux équipes? Bah, je voulais commencer déjà par parler de Salt Lake et de leur pas leur cœur de champion, mais on voit pourquoi c'est une équipe qui Ouais, ce que reste à j'avais la mis, première quoi. place. On Voilà, voit pour une pourquoi, remontada en deux premiers, quoi. on voit vraiment pourquoi, parce qu'ils ont vraiment une puissance de frappe offensive qui est stratosphérique, qui est Avec vraiment Luna. unique, qui est peut-être il y a peut-être l'Inter Miami qui voilà eux aussi sont capables de mettre des scores à tout bout de champ quand ils veulent avec la qualité des individualités. Mais Salt Lake dans le secteur offensif a vraiment de quoi faire. Chicho Arango, serial buteur. Gomez, qui est une surprise depuis ce début de saison, qui est vraiment ultra dangereux. Diego Luna, qui lui aussi peut se montrer décisif. Et même tes entrants aussi réussissent à te faire la différence aussi. Donc, et j'avais vu une stat, je crois qu'avant le match, c'était l'équipe la plus qui avait la plus dangereuse ou qui avait fait le plus de tirs cette saison, je crois. Si, j'ai pas le nombre exact, je me rappelle plus, mais j'ai vu la stat passer pendant le match. Donc ça témoigne d'une force de frappe offensive. Maintenant, il va falloir aussi que du côté défensif, ça soit un peu meilleur parce que quand tu te crées autant d'occasions et quand tu as la possibilité de te montrer aussi dangereux et de marquer, parce que tu marques quand même 3 buts, hein, bah derrière, tu peux pas encaisser autant.
il va falloir faire attention sur la suite de la saison parce que Et la confiance ça du gardien risquerait, aussi. ouais, ça risquerait de gâcher une potentielle belle saison de leur part. Hmm. Ouais, c'est clair. Du coup, parce que d'ailleurs, ils maintiennent leur première place. Ils sont pas trop mis en danger par rapport à ça. Ils sont encore, attends, ouais, ils ont quand même 4 points encore d'avance sur Minnesota qui est deuxième derrière eux. Donc ils ont encore de la marge. Et puis, ils devraient pas être trop inquiétés aussi par cette trêve estivale. Tu les vois, c'est vrai que quand même une belle surprise de les voir aussi haut et aussi fort. Toi, jusqu'où tu les vois être? Est-ce que tu les vois quand même terminer premier de conférence ou finir juste dans le top 3 de la conférence Ouest? Je vais pas m'avancer beaucoup, je vais dire le top 3 pour l'instant parce que comme Hmm. je t'ai dit, ils ont quand même des soucis défensifs à régler. Et là, heureusement, tu affrontes une équipe de Dallas qui est malade et qui a énormément de blessés, un nouveau coach, euh, une nouvelle tactique qui est mise en place où ça va prendre du temps à ce que ça soit bien assimilé par les joueurs. Mais déjà, face à ce genre d'équipe-là, tu te fais peur, t'encaisses 3 buts. Hmm. T'es sauvé par ton attaque, mais face à des équipes beaucoup plus solides et beaucoup plus fortes du championnat, ça risque aussi peut-être de coincer comparé à ce match-là. Donc je les mets quand même top 3 parce que je pense que en termes de force de frappe, ils font partie des meilleurs. Et je pense que ça reste toujours important d'avoir des joueurs qui marquent beaucoup de buts. Mais un peu juste défensivement peut-être pour vraiment prendre la première place. Je, je vais te poser une question un peu comme ils font dans le MLS Wrap-Up à la fin. Du coup, pour toi, Real Salt Lake, prétendant, non, contender ou outsider? Est-ce qu'ils font partie des contenders au titre ou plutôt des outsiders? Je dirais outsider parce que Ok. si tu prends la saison passée, ils passent un peu ils arrivent à se qualifier un peu dans l'anonymat. Ils font quand même, Une belle perf, hein? ils poussent Houston jusqu'au match 3. Hmm. Hein, c'est quand même une belle performance parce que Houston faisait une très très grosse saison l'année dernière. Et là, ils sont dans la continuité tout simplement de ce qu'ils ont montré lors des playoffs. Donc, ils n'ont pas encore la longévité sur les saisons pour les placer au stade de contender, mais à outsider, je pense que c'est le bon compromis pour qualifier Salt Lake. Ouais. Euh, du coup, on en a plutôt bien parlé de ces deux équipes. Je pense qu'on va passer à la dernière slide est-ce que tu as mis celle des buteurs? Je voudrais avoir celle des buteurs si c'est possible. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Juste pour comment dire, affirmer nos propos et continuer sur nos propos, appuyer plutôt nos propos, c'est le terme que je cherchais. On vous a mis le classement des buteurs à l'heure actuelle de MLS, donc après la week 16. Donc, c'est un classement qu'on vous met pas toutes les journées parce que bon, c'est un peu redondant. On vous met toutes les 4, 5, 6 journées. Et là, on peut voir que Christian Arango est le serial buteur de MLS, le meilleur buteur, avec 13 buts et 8 passes décisives. Il est même plus décisif que Lionel Messi cette saison. Juste derrière, on voit Luis Suarez et Christian Benteke à 11 buts chacun. Lionel Messi avec 10 buts et 13 passes décisives. Il manque un S à passe d'ailleurs, en plus, excusez-moi. Et Lewis Morgan et Rafael Navarro qui sont derrière avec 9 buts chacun, tout comme Daniel Gazdag, qui n'a pas encore mis de passe décisive. C'est quand même étonnant pour un milieu offensif, hein, le Hongrois Daniel Gazdag, qui devrait être sélectionné d'ailleurs pour l'Euro avec la Hongrie, qui pourrait pourquoi pas potentiellement jouer. Ça peut être intéressant. Avec Dominique Soboslai, j'aimerais bien le voir, tu vois, Daniel Gazdag avec la Hongrie. Non, mais c'est vrai, hein, ça. Bah, t'as Sans, Daniel sans... Saloy aussi, il y a Saloy de Bien sûr, de Kansas. Fribourg. Oui, oui, il y a les deux Saloy. Il y a Saloy de Fribourg et Saloy de Ouais. Kansas, bien sûr. Et puis derrière, on a aussi Denis Bouanga avec 8 buts et 5 passes décisives, hein. On n'oublie pas que Bouanga aussi cesse mieux en tant que passeur. Et quelque chose me dit que, je le sens, hein, mais en fin de saison, il va faire quelques passes décisives à un certain numéro 9, l'attaquant, tu sais, le français, là, je sais plus comment il Ouais, s'appelle. ouais, Olivier. Olivier, ouais, Giroud, ça, hein. Ouais, ouais, voilà. Après avoir gagné l'Euro, hein, ça, il va mettre des buts en MLS. Là, mais au final, le classement, je trouve, il reflète quand même assez bien les équipes qui font quand même des belles saisons. Oui,
c'est Avec vrai. Arango, bah, comme on en a parlé juste avant, force de frappe de Salt Lake, 13 buts, 8 passes D. Donc ça veut dire qu'il est à la fois à la finition, à la fois à la création. Donc franchement, c'est super. Luis Suarez, bah, avec l'Inter Miami, la force de ses individualités. Hein. C'est Y a clair. pas photo. Il privait Christian quand même 5 Bente, passes D hein, pour Luis. voilà. Hein. Christian Benteke qui lui aussi avec DC United, on savait que ça allait être une équipe quand même assez intéressante à suivre sur la saison quand on a vu le début et les belles performances qu'ils avaient fait. Donc Benteke Ouais, lui, ils il est au sont rendez-vous. 9e encore, hein, tu vois, donc ça va. Hein. Il est au rendez-vous. On a Lewis Morgan aussi bah, de New York Red Bull qui valide un très bon travail de la part de Red De Bull. Red Bull. Voilà, Rafael Navarro, que j'aime beaucoup. Mm. Vraiment, lui, j'aime énormément du côté de Colorado. C'est une équipe qu'on aime beaucoup suivre, hein, Colorado Rapids. C'est peut-être l'une de nos équipes chouchou un peu cette saison. Hein. Et qui valide du coup le travail fait et le bon recrutement de Colorado et qui les rend déjà beaucoup plus compétitifs que les saisons passées. Et puis derrière, t'as les valeurs sûres, hein, Daniel Gazdag, Philadelphie, qui est une équipe solide de MLS, et Denis Bouanga, qui est le Golden Boot de l'an passé, qui aura pu même finir MVP du côté du LAFC, qui est finaliste en titre Tu sais qu'il y en a un que t'as de la même pas dernière parlé. édition. Il y en a un que t'as Bah, même pas parlé, que t'as j'en ai, zappé, c'est Messi. oui, mais vu que j'en ai vu que j'ai parlé avec Oui, de bien sûr. Luis Suarez de l'Inter Miami, c'est pour ça que j'ai pas parlé de Messi, mais oui. On- Messi, on- c'est 13, 10 buts, 13 passes D, quoi. Voilà, Voilà. c'est ça. C'est Pas besoin de que, dire plus. en fait, finalement, Messi, qu'a 10 buts, mais il a fait 13 passes des bons, dont notamment En 15, combien de matchs? Surtout en 5 combien de passes. matchs? Parce qu'il 5 a pas joué. passes ouais. Ah ouais, Il a bonne question. joué. Il y a eu des matchs qu'il a pas joué, donc c'est encore plus C'est impressionnant clair. aussi. C'est clair. Et bon, après, il y a un match où il en met 5 d'un coup, hein, mais c'est clair. Et puis ça Attends, aide, hein, les cartons que l'Inter Miami sont capables de mettre, ça aide énormément au niveau des stats, faut pas se mentir. à ton avis, il a fait combien de matchs à MLS? Juste à MLS, hein, pour inscrire 10 buts et 13 passes D. On a fait 8. 10. Ouais, tu vois. C'est dire, 10 il a pas matchs, joué 6 matchs. passes Il a D. pas joué 6 matchs de. Il a pas joué. Il a joué que. Il a joué que 10 matchs, il a 10 buts, 13 passes D, d'accord. Non, c'est incroyable. C'est pour ça que Arango fait une saison de MVP, mais sur le papier, là, quand tu vois les stats et l'impact de vraiment, et puis la définition même de most valuable player, c'est ça. C'est Lionel Messi avec l'Inter Miami. Ah, moi, je mets Chicho Arango. Pour le moment, oui, mais moi aussi, moi aussi, moi aussi. Ah, D'accord. pour l'instant, je Non, mets Chicho Arango. Ouais. je dis qu'il fait une saison de MVP, pour moi, c'est lui, pour le moment. Mais Messi, s'il continue et qu'il finisse premier de la conférence, Ils vont lui donner, forcément, c'est Lionel Messi, il y a Laura, il y a tout ce qui va mais même, autour. En même plus, genre, je veux dire, c'est pas volé non plus. C'est pas volé, oui, non. mais qu'est-ce que Chicho Arango doit faire pour le gagner alors s'il continue une saison pareille et qu'il est en double-double? Il faut qu'il fasse quoi? Faire mieux, faire mieux. Faire mieux. Il faut qu'il mette 45 buts et 32 passes D, tu vois? Tu vois, c'est là le Non, problème. non, 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 mais il faut qu'il continue. Mais comment dire? Et s'il est premier à l'Ouest avec Salt Lake, Ah oui, 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 s'il est premier à l'Ouest avec plus de 25 buts tu et vois, 15 ça se discute, c'est sûr. Mais t'as l'autre alien là qui va finir avec 30 buts et 18 passes D, tu vois aussi. ouais, il y a moyen, Et oui, puis, c'est fort possible. juste pour parler vite fait de l'Inter Miami, d'ailleurs, pour conclure, on rappelle que ce week-end, ils sont allés se déplacer à Vancouver sans leur star. Hein, ils avaient que Jordi Alba qui était titulaire. Et ils ont gagné 2-1 sur le terrain à Vancouver, grâce notamment à un Robin Taylor exceptionnel qui a été monstrueux, tu vois. Ouais, non, forcément, un Robert Taylor monstrueux, aussi un Benjamin Cremachi de retour qui fait énormément de bien Ouais, à cette équipe de Miami. incroyable. On J'ai savait que kiffé. Hein. les retours des blessés allaient aussi aider Miami à enchaîner parce qu'on sait que une saison de MLS ça reste quand même long, il y a beaucoup de matchs, il faut compter sur tout le monde et c'est ce qui se passe pour Miami actuellement. Donc c'est positif. Non, c'est clair que Robin Taylor, côté gauche, il fait du sale et c'est un joueur vraiment qu'on aime et qu'on kiffe. Il a mis un sacré but en plus. On va passer au classement, Thomas. On Ouais, va terminer cet épisode
numéro 25 au classement. Du coup, on en a parlé, l'Inter Miami qui est premier devant Cincinnati, qui les rattrape, hein, qui a un match en moins en plus Cincinnati. New York City, la folle remontée, je disais à Thomas, en faisant les classements euh, avant que Cincinnati, la dernière journée que j'avais faite, c'était pour la week 8. Et au bout de 7 journées, pardon, pas Cincinnati, New York City avait seulement était 13e pardon, de la conférence, avait seulement 5 petits points, pardon. C'est ça, 5 petits points. Ils ont désormais 26. Donc ils ont engrangé en l'espace de 8 journées 21 points. Sur C'est 24 possibles. Ouais. sur 24 possibles. C'est exceptionnel. C'est la meilleure équipe de la ligue. Je pense pas que, à part Cincinnati, oui, ça, hein. Oh, en À termes part de dynamique, ah ouais, oui, oui. En termes de dynamique, euh, c'est clair. c'est les deux meilleures équipes de la ligue et on n'y pensait pas qu'ils soient aussi forts. Et par contre, ils reviennent et petit à petit ils refont leur différence de but, hein. Ah, mais rappelle-toi, sur un épisode, on parlait peut-être que Nick Cushing allait être viré de New York et au final, il se retrouve troisième, quoi. Tu vois, c'est. Et en plus, avec un effectif qui n'est pas non plus l'effectif du siècle. Non, non, c'est clair. Franchement, ils Donc, ont pas franchement. énormément d'individualité. On a Hannes Wolf, c'est sûr. On a les petits au milieu de terrain, mais c'est pas. Santiago Rodriguez, Oui, mais voilà. voilà, quoi. C'est pas non plus l'effectif, voilà, quoi. Non, c'est clair. C'est pas l'Inter Miami, voilà, quoi. Ah, c'est même genre, c'est pas New York Red Bull sur le papier est meilleur, tu vois aussi. Oui, bah oui, c'est ça, mais au final, c'est New York City qui a gagné le derby. Ouais, Ah, tu c'est vois. fou. Bon, en quatrième place, on a nos bons vieux briscards de Columbus hein, qui sont là, toujours bien placés, qui vont préparer, on espère, idéalement leur finale. Derrière, on a ben, New York Red Bull qui s'est fait du coup dépasser et doubler par New York City, mais Red Bull qui n'avait pas joué ce week-end. Toronto, bien placé, toujours, on l'avait dit, hein, sixième. Charlotte aussi. Il y a un petit écart du coup entre Charlotte et Philadelphie, là, 4 points d'écart. Quand on sait que la huitième et la septième place t'es qualifié direct pour les playoffs, alors que la huitième et la neuvième, ben, tu joues les barrages. Ça va être un gros écart en tout cas à rattraper pour Philly. Il va falloir se remettre au travail. Tout comme DC United qui a égalité. Ensuite, on a Orlando, Nashville qui peut encore jouer les barrages. Et derrière, ben, les équipes décevantes qui avaient très bien débuté, c'est Atlanta et Montréal, qui sont vraiment en méforme et qui sont très décevants. Bon, on a vu quand même que pour Atlanta, la bonne nouvelle, c'est que ben, Giacomakis et Almada seront là pour cet été. Mais on parle d'un gros départ de Giacomakis. Enfin, en tout cas, un club mexicain, le Cruz Azul, qui est sur lui. Ils ont refusé pour le moment, mais il y a des offres sur lui. Et puis, Chicago et New England qui ferment la marche. On va passer à la conférence Ouest, où ben, on en a parlé forcément dans la conférence Ouest. Le Real Salt Lake est premier de la division. Derrière, on a Minnesota, qui revient bien avec Eric Ramsey, qui a 2 matchs en moins, donc qui pourrait passer devant le Real Salt Lake. On a les deux Los Angeles, le Galaxy et le Los Angeles FC. Ça, c'est Pareil, un signe match. d'une belle saison d'MLS. Quand les deux Los Angeles sont présents, c'est qu'on a une belle saison de MLS. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Derrière, on a la surprise, hein, Austin, qu'on en avait parlé, cinquième, qui est très bien placé, avec Colorado Rapids. Une surprise également. Une surprise, oui, non, Colorado, parce que on avait dit quand même que selon le recrutement, c'est vrai qu'ils avaient mal débuté, mais on avait dit qu'avec le recrutement, ils allaient monter en puissance, en forme. On en avait parlé de ce match contre les LAFC, on en avait parlé de ce match qu'ils avaient remporté le derby contre Ouais, Spike, le Rock Derby, ouais. le Rock Rock Mountain Mountain, ouais, Derby. exact. Là, ils perdent le retour, mais ils font un match où ils ont dominé. Donc c'est une équipe intéressante à suivre et finalement on n'est pas tellement choqué qu'il soit sixième et je pense qu'on avait dit qu'on avait pronostiqué qu'il serait en playoff quand même. Derrière on a Vancouver qui redescend un petit peu petit à petit. Houston qui fait sa saison sans être aussi flamboyant que l'an dernier mais qui le fait quand même. Seattle qui revient petit à petit. On avait dit qu'ils allaient revenir, donc c'est intéressant. Portland aussi qui se relance un peu par rapport Ça, à la c'était la semaine dernière. dégringolade, hein. C'était la dégringolade hein, sur les derniers matchs. Waouh! Ils ont Ils ont même été derniers à un moment. ils ont enchaîné, je crois, ils ont enchaîné facile 5, 6, 7 défaites d'affilée, hein.
Ouais, c'est ça. Donc, Et puis, on a aussi Saint-Louis qui se la remet un saison petit d'après, la peu. saison d'après pour eux, c'est que ça reste un peu plus difficile. On retrouve moins ce côté flamboyant qu'on a eu la saison passée pour leur première saison en MLS. Je pense que le contre-coup est visible et voilà, c'était à prévoir. C'est ça. Et puis derrière, on a San José qui est 13e et Sporting Kansas qui, mine de rien, passe derrière San José. Et ça, on n'aurait pas pensé que le Sporting Kansas Ouais, ça serait c'est vrai. aussi loin, hein. Surtout que c'est une équipe qui reste quand même une équipe très chiante à jouer, une Oui, équipe habituée à quand même performer, à quand même avoir des résultats assez positifs. Les voir quand même dernier de la conférence, ça reste quand même une belle surprise. c'est sûr. Thomas, on va avoir des matchs. Alors attends, excuse-moi, je vais aller sur mon téléphone parce que ce sera plus pratique pour moi. C'est vrai qu'on n'a pas fait les. T'as pas mis de slide sur la prochaine journée, hein? Non. Non. Ben, du coup, je vais aller sur mon téléphone, sur l'application pour voir les matchs du coup de la prochaine journée. Où donc on aura CF Montréal qui va recevoir DC United, Cincinnati contre Nashville, Atlanta United qui va à l'Inter Miami, New York Red Bull contre Charlotte, Union Philadelphie contre Toronto, Austin contre Portland, Chicago face à Orlando, Colorado qui va à Houston, Vancouver face à Kansas, dans le Kansas du coup. On aura un match aussi intéressant avec Dallas qui va se déplacer du côté du LA Galaxy. Le LAFC, eux, recevront Minnesota. Et enfin, Beau match. Seattle face à Salt Lake. Ouais, Seattle face à Salt Lake aussi, ça va être intéressant. Et le dernier match, ça sera le lendemain, dimanche. Donc, Columbus qui va recevoir New England, les pauvres. Ah, force Et, à eux. et, et ce que je vois aussi, Thomas, c'est que... Ah non, pardon, Columbus, je dis des bêtises, ils vont jouer... Ah non, le match, en fait, pardon, Columbus, le match est reporté au 13 octobre. En octobre, Ah, forcément par rapport au match c'est ça. de la Parce finale, que quoi. Columbus joue cette semaine. Par contre, ce que je vois, c'est que on va avoir tout de suite après... Ah mais oui, les prochains matchs sont jeudi, en fait. On enchaîne 2 journées, d'accord. Les matchs sont mercredi, enfin plutôt dans la nuit de mercredi à jeudi. Et ce week-end, voilà ça que j'ai vu. Ce week-end, on aura aussi des matchs. Donc on aura New York City contre San Jose, DC United contre Toronto, Miami, Saint-Louis, New York Red Bull contre Orlando, Philadelphie contre Montréal, Chicago recevoir LA Galaxy, Minnesota face à Kansas, Nashville contre New England, Salt Lake contre Austin, Vancouver contre Colorado, LAFC recevra Dallas, le Portland va recevoir aussi Houston et Charlotte se déplacera à Atlanta. Donc voilà, on aura 2 journées dans la semaine. Donc ça va être encore actif et on aura des briefs la semaine prochaine des 2 journées. Très bien. Bon, je Voilà pense pour qu'on a nous. été complet, hein. Ouais, on a été complet, on a été carré et on a kiffé. Merci à N'oubliez vous. pas, n'oubliez pas l'interview de Saïd Egoun, du coup ancien coach adjoint de Crystal Palace du côté avec Patrick Vieira, pardon, Mmh. ancien coach du New York City FC. Sur le podcast. Voilà, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, hein, donc en podcast. Et puis vous retrouverez le replay de l'émission directement sur YouTube le plus rapidement possible. Voilà. Voilà. Voilà pour nous. On a été complet. Merci à toi Thomas et à la semaine prochaine. Ciao À ciao. la semaine. Ciao, ciao. They want much to get him going. He has not scored from the run of play this season. In the meantime, on a counter, Yaboa for Columbus, racing on to this, plays it ahead, Diego Rossi, trying to chip the goalkeeper and does. Oh, what a splendid finish. Rossi with his second of the game, and the Crew now lead by 2. And it's a brilliant finish from Rossi. That is a player that has scored 4 goals in his... Now Matt Crooks over it. Matt Crooks trying to play in. Gomez a chance, and it is a goal, and it's a quick answer from Real Salt Lake. It certainly looks onside as Diego Luna
less than a minute after play restarts. Told us this week what makes this team different is their reactions. And how's this for a reaction? Cody, who just had a big intervention. Oh, here's a rocket from Anderson Julio. He is fantastic as a goal-scoring substitute, and he blasts. Goalkeepers in there, they're never going to get on the end of that. What? Lovely ball in behind. Taylor cuts inside on his right foot. Oh, it's a super goal. Robert Taylor could not have hit that one any better. Wrong foots the defender and rifles it home. Attack this ball by Jordi Alba. It takes Ali Ahmed out of the play and now forces Laborda to have to react. And the first touch by Robert Taylor is golden. It sets him up perfectly. Away from Kubas. Taylor, we know what he did first time. This time he goes the other way. Taylor pulls it back. Campana scores. Taylor scores the first. He's the architect of the second. And it's just a filthy finish from Campana. Well, when this play breaks, and it actually starts with them winning possession in their own end, Campana does well to shrug off the challenge of Kubas, and then 1v1. Robert Taylor, the confidence that he had. To Portland, Anthony, full head of steam for Rodriguez. Rodriguez on the right foot, looking into the middle for Mora. Down for Evander! But the flag is up. The pass from Mora is offside. Portland number 9 is not in an offside position. Final decision. That makes it all the more difficult for Tim Melia. Terrific ingenuity from Rodriguez to set it up.